Bonsoir chers amis, vous êtes sur Paix et Guerre pour une 79e mondoscopie. Nous sommes mardi 8 juillet, j'enregistre la veille pour une fois. Je veux vous parler aujourd'hui, j'ai intitulé l'émission « Les USA contre les BRICS, la vraie guerre est déclarée ». Alors, en premier lieu, likez cette émission, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche, devenez membre, je vous le demande, du Cercle des Amis de Paix et Guerre si vous souhaitez des contenus exclusifs chaque semaine avec les clés du monde et un grand direct mensuel avec moi pendant lequel on peut se parler et réagir sur un certain nombre de sujets, de questions par ailleurs que vous pouvez avoir. Vous aurez aussi une petite émission extra en plus sur le rôle de l'AIEA dans la guerre des 12 jours, probablement en fin de semaine ou en tout début de semaine prochaine, avant ou après les prochaines clés du monde que vous aurez à la fin de la semaine. Mais les clés du monde, c'est uniquement pour les membres du cercle. Voilà. Alors, cette semaine, au sommet de notre rendez-vous, qui, je vous promets, sera bien plus court que le précédent, je vais traiter 3 points. 1, les conséquences géopolitiques majeures de ce qu'ont fait les États-Unis au Moyen-Orient en tapant l'Iran et en se préparant peut-être à le refaire. Deuxièmement, le sommet des BRICS à Rio. Là, il y a pas mal de choses à dire aussi, mais surtout sur ce qui s'est passé, à vrai dire, avant. Et 3, la poursuite des relations entre les États-Unis et la Russie, en dépit des déclarations tonitruantes de Donald Trump sur sa déception envers Vladimir Poutine, qui voudrait continuer la guerre et qui ne s'arrêterait pas de tuer. Bon, alors, premier point. Donc, contexte général post-guerre des 12 jours. On peut dire que c'est un raidissement de la position russe, clairement. Alors, je vous rappelle le bilan pour Israël, qui est très lourd. Je ne parle même pas du bilan politique, symbolique, en termes de crédibilité, d'influence, etc. Je parle du bilan matériel sur l'État d'Israël. Bien sûr, le bilan a été extrêmement lourd pour l'Iran. On est, je crois, à 1000 morts quasiment pour l'Iran. Mais pour Israël, c'est d'une certaine manière beaucoup plus dramatique. Les 2 ports ont été frappés, l'aéroport international, toutes les bases militaires, le QG du Mossad, celui du Shin Bet, l'Institut, le fleuron de la recherche israélienne qui était en communication depuis des années avec tout un tas de centres à l'échelle mondiale de recherche en matière génétique et biologique, l'Institut Weizmann, les 2 raffineries de pétrole. Bref, on peut dire qu'Israël a certainement pris conscience de la notion d'échelle en matière de conflit et d'attaque, parce que là, l'Iran, c'est pas le Liban, si vous voulez, voilà, entre guillemets, hein, si j'ose dire. Donc le mythe de l'invulnérabilité israélienne est clairement mis à mal et il va falloir le réparer. C'est sans doute à cela que s'emploie en ce moment même Benjamin Netanyahou à Washington avec Donald Trump, où là, on peut dire qu'on est à des niveaux d'indécence jamais atteints, puisqu'il y a eu des réunions, et au moins une, pour laquelle il y a eu quelques images, où on voit Benjamin Netanyahou et Donald Trump se congratuler, n'est-ce pas, sur leur puissance commune et le caractère décisif des décisions qu'ils ont prises en frappant l'Iran. Bon. Et surtout, où on voit Benjamin Netanyahou qui donne une sorte comment on appelle ça, un mémoire. Il le donne à Trump en disant qu'il l'a proposé pour le prix Nobel de la paix. Voilà. Alors si c'est ça la paix, je comprends, je suis d'accord et j'ai été une des premières à le dire que Trump a sauvé Israël parce que ça se passait très très mal et beaucoup plus mal que prévu par l'attaque qu'il a menée contre les installations nucléaires iraniennes, mais dont le bilan est fort aléatoire. Mais en tout cas, tout ça, ça s'est fait en totale violation du droit international, les frappes israéliennes et ce qu'ont fait les États-Unis en appui. Donc, prix Nobel de la paix, si c'est ça la paix, je pense qu'on n'a vraiment pas les mêmes notions. Alors, il y a eu une déclaration récente de Vladimir Poutine, assez, pas furibarde, mais enfin où on sentait bien une irritation
importante chez le président russe où il a répondu à ceux qui disent que la Russie n'aurait pas aidé l'Iran dans cette guerre des 12 jours. Et il a répondu en disant que ces gens-là sont des provocateurs, que jusqu'à présent, les Russes ont aidé l'Iran, mais dans le cadre du droit international, donc en essayant d'apaiser les choses, mais qu'évidemment, s'il devait y avoir de nouvelles attaques américaines et israéliennes, les modes d'action, les modalités du soutien russe à l'Iran pourraient changer. Donc, l'Iran dit... alors, il y a eu des déclarations aussi iraniennes, là, aujourd'hui, mardi, disant que les Américains auraient demandé aux Iraniens de reprendre les pourparlers. C'est lunaire, tout ça, hein. Reprendre les pourparlers, puisqu'ils ont appliqué leur méthode, n'est-ce pas, qui consiste à taper avec un marteau pilon, puis après à dire bah alors vous n'êtes pas d'accord pour discuter. Donc les États-Unis demanderaient une reprise des négociations, mais évidemment les Iraniens ont répliqué que c'est bien gentil, mais enfin la confiance à ce stade n'existe plus et sans garantie c'est hors de question. Et en fait donc le problème pour Trump, s'il ne veut pas se faire entraîner dans une nouvelle confrontation avec l'Iran en support d'Israël, mais avec cette fois-ci face à lui la Russie et la Chine dans des dispositions assez différentes, il va avoir besoin de Vladimir Poutine pour convaincre Téhéran de peut-être revenir sous certaines conditions à la table des négociations. Ce qui est clair, c'est que pour l'instant, les Russes se concentrent sur la menace qui existe sur leur flanc occidental, donc en Europe, si vous voulez, face à l'OTAN. C'est une situation suffisamment complexe et tendue, et c'est la priorité absolue. C'est pas l'Asie de l'Ouest, hein, du point de vue russe. Du côté chinois, je pense que les Chinois ils sont dans une posture d'observation très vigilante. Ce qui est certain, c'est que pour la Chine, la priorité reste de sécuriser ses approvisionnements en énergie et en ressources diverses. Et ces ressources, notamment pétrolières, gazières, elles sont intégrées dans le partenariat stratégique qui est très important, qui a été conclu entre Pékin et Téhéran. Mais en même temps, il y a d'autres fournisseurs que l'Iran en matière d'énergie. Il y a déjà la Russie qui peut fournir par voie terrestre. Donc les Chinois se concentrent dans leur soutien à l'Iran sur, un soutien en matière défensive, la défense de l'Iran. Parce qu'en fait, ce qu'on a vu dans cette guerre des 12 jours, c'est que l'Iran a une capacité offensive claire. Elle est balistique, mais elle est très importante. En revanche, en matière de défense, là, il y a clairement il y a des lacunes. Et les Chinois ont employé pour ça une métaphore assez intéressante. Ils disent que l'Iran a une lance très puissante, mais un bouclier très faible. Donc le sous-texte, c'est en gros, soit vous achetez des avions russes, des Su-35 par exemple, des Sukhoi 35, et des batteries S-300, S-400 russes, parce que les batteries S-500, elles sont conservées par Moscou à usage interne, ou bien vous achetez chez nous des avions de chasse, et nous en avons de fort bons, les F-10C, mais enfin, il faut que vous vous renforciez en matière de défense, en fait. Voilà, en matière de défense face aux prochaines frappes israéliennes ou même américaines. Donc, ils sont inquiets surtout de la vulnérabilité de l'Iran face à un Israël qui est en posture offensive, si vous voulez. Bon, parce qu'il ne faut quand même pas inverser les choses non plus. Bon. Alors, mon deuxième point, vous avez vu, je vais très vite. Le sommet des BRICS à Rio, dont on parle évidemment très très peu en Europe, parce que c'est sûr, c'est gênant. Mais pour comprendre l'importance de ce qui s'est passé à Rio, les 6 et les 7, là c'est fini déjà, et alors que l'Occident a vraiment joué, a donné une exposition médiatique minimale à l'événement, il faut revenir en fait sur le forum de Saint-Pétersbourg en juin dernier, dont je vous ai assez peu parlé.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant ce forum à Saint-Pétersbourg, tout le Sud global était là, était présent et discutait de choses fondamentales dont en fait le sommet des BRICS qui vient de se tenir ne fait qu'apporter une confirmation, si vous voulez. Donc, à Saint-Pétersbourg, on a parlé des corridors de connectivité, en fait de l'intégration eurasiatique, ce grand phénomène, ce grand mouvement tectonique géopolitique dont je vous parle depuis des mois et des mois, et qui se met en œuvre en fait, qui continue à se mettre en œuvre à très bon train. Donc, on a parlé aussi de la création d'un nouveau système de relations internationales, d'un nouveau système financier aussi international. D'ailleurs, en amont du sommet des BRICS, là, il y a quelques jours, les ministres des Finances des pays des BRICS ont dit il faut en finir avec le système de Bretton Woods, il faut en finir avec la suprématie, l'hégémonie occidentale sur ce système financier international, il faut aussi que le FMI ne soit plus dirigé forcément par un Européen. Bon, donc en tout cas, à Saint-Pétersbourg, donc en juin dernier, on a parlé de tout, en fait. Il y a eu des accords commerciaux sur tout. Il y a eu une infinie nombre de tables rondes, russo-chinoises notamment, et bourrées dans l'assistance d'hommes d'affaires chinois, de gouverneurs russes, de présidents de compagnies maritimes russes. Il y a eu des panels sur les routes de la soie, et sur la route de la soie arctique, en fait la voie du Nord. La Russie est quand même en train de construire l'un des principaux corridors de connectivité du XXIe siècle, tout en menant sa guerre en Europe. Voilà. Je dis ça, je dis rien, comme disent les jeunes. Voilà, il faut se rendre compte de ce que ça veut dire en termes d'assurance et en même temps de projection stratégique, de créativité stratégique, de compréhension de ce qu'ils veulent faire et de mise en œuvre de ce qu'ils veulent faire. Donc il y avait des tables rondes sur les BRICS, sur l'Organisation de coopération de Shanghai, sur l'Union économique eurasiatique, sur l'ASEAN, sur le corridor international de transport vers le sud. Bref, il y avait une dynamique formidable à Saint-Pétersbourg de construction concrète de la multipolarité. Et cette multipolarité, c'est ce qu'en Occident et aux États-Unis évidemment, on redoute et on ne veut pas voir, on fait mine de ne pas voir. Donc, l'attaque israélienne, évidemment, à Saint-Pétersbourg, était au cœur des conversations, puisque c'était concomitant. Et puis, d'un seul coup, l'Empire est entré, la tête de pont de l'Empire, la tête de l'Empire, les États-Unis sont entrés en guerre. La séance plénière à Saint-Pétersbourg, là, il y avait quatre BRICS à la table, si j'ose dire, la Russie et la Chine, bien sûr, mais aussi l'Indonésie, qui était invitée d'honneur avec son nouveau président, l'Afrique du Sud, le Bahreïn pour représenter le Conseil de coopération du Golfe. Et Poutine, à ce moment-là, a répondu à une question qui était « Est-on au bord de la Troisième Guerre mondiale ?» Il a répondu, il a dit « Écoutez, si ça dépend de nous, non, on n'en veut pas de la Troisième Guerre mondiale. Si ça dépend des autres, alors on ne sait jamais et il faut être prêt. » Il a défendu le droit légitime de l'Iran à disposer d'un programme nucléaire civil. Bon, c'est la base, quand même. Voilà, même si on fait semblant d'avoir oublié ce que c'était que les traités internationaux et le droit international de notre côté du monde. Et les Américains, les délégations américaines qui étaient extrêmement nombreuses à Saint-Pétersbourg ont elles-mêmes dit que le SPIF était beaucoup plus important que Davos, parce qu'à Davos, il n'y avait évidemment aucun pays du Sud global. On ne veut pas les voir, c'est un entre-soi permanent, on est en vase clos et donc on est aveugle au reste du monde. On est aveugle à la réalité du monde. Bon, c'est l'éternel problème sur lequel je reviens tout le temps, mais c'est quand même le fond du problème, à vrai dire. Donc il y avait des délégations à Saint-Pétersbourg, des Indiens, des Africains, des Pakistanais, toute l'Asie centrale, etc., etc., etc. Donc, on peut dire si vous voulez, du point de vue de tout ce Sud global, ce qu'ont fait les Américains en venant au secours d'Israël, en faisant leur espèce de démonstration de force, et qui a permis d'arrêter l'escalade en cours entre l'Iran et Israël, c'est aussi
un geste désespéré de l'Empire dans sa guerre contre le Sud global et contre les BRICS. Et c'est le titre de mon émission ce soir. Les BRICS, du point de vue occidental, c'est insupportable en fait. Alors on peut faire semblant que ça ne marche pas, que ça n'existe pas, que ça ne sert à rien, que ça ne mène à rien, que c'est encore une utopie, comme on l'a fait à l'époque, au début des années 2010, avec le début des routes de la soie, où moi j'ai entendu moi-même des grands diplomates français expliquer que oui, enfin les routes de la soie, tout ça, c'était très joli, c'était des métaphores à la chinoise, mais enfin ils n'y arriveraient jamais. Bon. Donc, cette guerre contre l'Iran, des États-Unis et d'Israël, elle est soutenue par toutes les élites mondialistes et évidemment par tous les grands donateurs de Trump pour briser cette intégration eurasiatique. C'est ça qu'il faut retenir. Et pour rompre l'interaction constante, intense, entre l'Iran, la Chine et la Russie. Et ça, à vrai dire, c'est à n'importe quel prix. Parce que l'Iran, c'est le carrefour, si vous voulez, de tous ces corridors de connectivité. Donc briser l'Iran, c'est fondamental. Et je pense que les Iraniens l'ont compris. Et je pense qu'avant de s'engager dans des négociations, ou même s'ils devaient s'engager dans des négociations de nouveau, ils n'oublieront pas qu'ils sont en fait la cible principale, parce que la plus faible par rapport aux Russes et aux Chinois, la cible principale de l'application de la pression par les États-Unis et les Européens, bien sûr en deuxième rideau, contre ce trio infernal, ce trio dangereux, ce trio qui représente l'autre monde possible. Voilà. Iran, Russie, Chine. Donc faire tomber l'Iran, ça pourrait isoler les corridors de connectivité des routes de la soie, de la ceinture de la soie chinoise. Ça pourrait aussi d'ailleurs permettre, de faire d'une pierre deux coups, d'entrer dans le ventre mou de la Russie et de pouvoir espérer la déstabiliser aussi en fomentant du terrorisme en Asie centrale ou ailleurs, ou dans le Caucase. Voilà, n'oublions pas tout ce qui est en train de se passer déjà en ce moment dans le Caucase. Puis de rompre le corridor de transport nord-sud, c'est-à-dire qui relie précisément la Russie à l'Inde via l'Iran. Ça, c'est fondamental pour les Américains, il faut casser ça. Et donc de paralyser ce trio de tête. Donc, de ce point de vue-là, Israël, en faisant ce qu'il fait contre l'Iran au Moyen-Orient, travaille aussi pour les États-Unis. Ce n'est pas forcément l'inverse. Et ce n'est donc en fait, et c'est ça que je veux vous dire, que le début d'une guerre longue, très longue, contre les BRICS pour prolonger la domination unilatérale américaine et pour finalement empêcher la fin de l'empire d'advenir. C'est voué à l'échec. La question, c'est combien de temps ça va mettre, si vous voulez, pour qu'on arrive à un niveau de conscience, on se rende compte que ça ne sert à rien. Parce que, vous savez, c'est comme tous les grands organismes. Et l'Occident moribond, c'est ça aussi. Les grands organismes, il y a une espèce de force d'inertie. C'est pas le poulet sans tête qui bouge encore, mais vous voyez, ça continue pendant longtemps, avant de tomber. Voilà. Et on en est un peu là. C'est pathétique, c'est triste, c'est désespérant du point de vue de ce qu'on pourrait faire d'intelligent en matière de paix, d'apaisement, de négociation, de compromis, d'équilibre. Mais c'est ainsi, malheureusement, que de notre côté du monde, et aux États-Unis certainement, et en Europe, chez beaucoup de pays, de grands pays européens, dont le nôtre, on croit qu'on va pouvoir empêcher la consolidation, l'intégration eurasiatique, la consolidation de ce trio Russie, Chine, Iran, le renforcement des BRICS, la dédollarisation de l'économie, l'émergence d'un système international financier alternatif, puis peut-être dominant à son tour. Bref. Donc, les Russes ont compris tout ça, les Chinois peut-être un peu moins, parce que c'est un peu fou finalement de se rendre compte de ce niveau d'hostilité et de détermination offensive. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que toutes ces guerres interminables auxquelles on fait face depuis longtemps, et j'en ai parlé dans les Clés du Monde pour les abonnés, pour les membres du Cercle,
le plan Clean Break, qui était ce plan de remise comment dirais-je, en musique d'une nouvelle stratégie américaine qui date de la fin des années 90, est un point important dans toute cette voie, si vous voulez, ouverte. On a des guerres intriquées, et donc on a en fait, c'est pas des poupées russes, je dirais pas ça, mais on a une guerre contre la Russie via l'Ukraine, et l'OTAN, donc guerre de l'OTAN et des États-Unis contre la Russie via l'Ukraine. On a une guerre contre l'Iran via Israël et contre la Chine en affaiblissant l'Iran pour affaiblir son lien avec Pékin et donc l'économie chinoise. Troisième temps, briser les canaux de connectivité entre la Chine et l'Asie de l'Ouest. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, on a appris qu'il y aurait un projet, enfin qui serait plus qu'à l'état de projet, à Taïwan, de mise en place d'une école de formation des soldats à la guerre des drones, avec l'aide de Washington naturellement, inspirée du modèle ukrainien et avec à sa tête d'anciens volontaires étrangers ayant combattu en Ukraine. Très intéressant. Voilà. Donc, si vous voulez, on a des déclinaisons de cette attaque impériale, si j'ose dire. Quand je dis l'Empire, vous comprenez ce que ça veut dire. Bon. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, ils ont et ils auront toujours besoin de ressources, d'énergie, de pétrole, de gaz, de territoire. Et en fait, si vous vous mettez à la place des autres, du Sud global, et c'est pour ça que les sommets des BRICS sont intéressants à suivre, ils ne sont pas tous de la même importance d'ailleurs, et celui-là n'est pas forcément l'un des plus importants. Le précédent à Kazan l'était beaucoup plus, et le prochain le sera sans doute plus, mais le Sud global, lui, n'a pas le choix. Soit il crée ses propres plateformes alternatives, à la fois de commerce, d'échange, de finance, de coopération, soit, et ses propres modèles, en fait, ses propres paradigmes de relations, entre des puissances différentes et parfois concurrentes d'ailleurs, soit la domination américaine va se poursuivre. Donc, si vous voulez, c'est une guerre à mort d'une certaine manière. Voilà. Alors, l'Empire, à ce stade, est tombé un peu sur un os en Iran. Et on s'est bien rendu compte que l'Iran, c'était pas l'Irak, c'était pas la Libye, c'était pas la Syrie, qu'on a mis 13 ans à faire tomber, c'était pas l'Afghanistan. Donc c'est clair, si vous voulez, ce qui s'est passé contre l'Iran, c'est vraiment une tentative échouée à ce stade de changement de régime en Iran, de récupération et de soumission du pays pour casser ces axes. Voilà, ce grand axe qui réunit la Chine et la Russie et l'Iran. Et d'ailleurs, on voit, il y a quand même des déclarations de Trump qui sont quasi comiques, si vous voulez. Alors là, il vient de menacer tous les pays qui suivraient les politiques anti-américaines des BRICS, il le dit clairement. Il les menace de 10% de droits de douane supplémentaires. Il menace les marchés internationaux s'ils ne réagissent pas, s'ils laissent les prix de l'énergie monter face aux nouvelles d'une possible fermeture, ne serait-ce que partielle, par l'Iran du détroit d'Ormuz. Donc il dit « je vous surveille, attention, c'est anti-américain ce que vous faites ». Enfin, c'est des ce sont des méthodes infantiles et surtout qui témoignent d'un grand retard à l'allumage quand même par rapport à la réalité des équilibres mondiaux nouveaux. Donc Trump, il essaie de montrer que lui aussi va pouvoir réagir, lui aussi a des moyens de pression. En même temps, on explique que le sommet des BRICS, c'est un peu comme la Russie, c'est-à-dire la Russie est faible, mais en même temps, elle veut manger l'Europe entière. Là, c'est les BRICS, oui, ça ne compte pas, ça sert à rien, etc. Mais attention, les premiers qui les suivent et qui
qui veulent s'en rapprocher, je leur colle des droits de douane supplémentaires. Donc, en tout cas, l'Iran n'a pas fini et d'ailleurs se dit prêt à répondre s'il y avait une nouvelle attaque israélienne ou américaine. Donc les opérations True Promise 1, 2, 3, là on a eu 3 phases depuis 1 an et demi, depuis les premières provocations massives d'Israël avec la destruction du consulat iranien à Damas. L'Iran n'est pas du tout déterminé, n'est pas prêt à mettre un genou en terre et à en rabattre, tout au contraire. Et donc c'est nous, l'Empire et les vassaux, si vous voulez, qui sommes à bout de souffle, mais qui continuons avec l'inertie de ce grand corps malade, finalement, que nous sommes. Et ça peut durer longtemps, ça peut durer encore des décennies. Poutine avait dit à Saint-Pétersbourg, d'ailleurs, l'Iran, la Russie et la Chine ne dirigent pas le monde, mais c'était assez joli, il avait dit l'émergence du monde multipolaire est inévitable, un peu comme le lever du soleil, et nous ne faisons que le faciliter. Voilà. Donc ça, c'est les termes de la rivalité systémique, structurelle, de fond, qui en fait détermine et conditionne tout un tas d'autres événements auxquels vous pouvez assister, auxquels j'assiste, dans diverses parties du monde. Derrière tout ça, il y a cet affrontement, en fait. Cet affrontement qui est dirimant, quoi, qui informe tout le reste. Alors, je reviens un peu au sommet des BRICS en tant que tel, là, de Rio. Alors, ce qui était remarquable, c'est qu'il n'y avait ni Poutine ni Xi Jinping. Il y avait leur ministre des Affaires étrangères, évidemment, qui sont des personnages extrêmement puissants. Alors, Poutine, on peut penser il a ce fameux mandat de la Cour pénale internationale, mais surtout, je pense que les plans de vol là, pour venir jusqu'au Brésil l'ont peut-être fait reculer parce que l'Empire est prêt à tout et parce qu'il a peut-être certaines craintes quant à la sécurité de son avion qui pourrait rencontrer un missile, une attaque, une erreur. Voilà, je pense que les Russes ont compris, et peut-être plus encore avec ce qui vient de se passer contre l'Iran, les Russes ont compris que les Américains, et en tout cas que les néoconservateurs américains, je ne parle pas de Donald Trump en tant que tel, étaient prêts à beaucoup de choses. Parce qu'en fait, cet homme, Vladimir Poutine, est insupportable, en fait. Son existence, sa résistance, sa résilience, sa force, sa détermination, son calme, son sang-froid face à toutes les provocations, sa capacité à ne pas répondre aux provocations, tout ça, ça donne des boutons quand même à beaucoup de dirigeants occidentaux. Bon, ça pourrait leur donner des idées intelligentes, mais non, ça leur donne des boutons. Et on ne peut pas exclure, quand on voit les tentatives d'attentats sur un certain nombre de personnalités, Trump, mais pas seulement, Fico, Orban, enfin bon, voilà, tous les gens en fait un peu lucides sur cette planète sont en danger d'une certaine façon. Donc, pourquoi si lui, qui n'est pas menacé de la même manière, qui n'a pas de mandat sur sa tête, n'est pas venu non plus? Est-ce que c'est un désintérêt pour les BRICS? Évidemment non. Moi, je pense qu'il pourrait bien n'être pas venu par solidarité, en fait, avec Vladimir Poutine. Et c'est aussi une manière de se placer en surplomb avec la Russie par rapport au reste. Bon, d'abord, Lula peut gérer. Lula et Xi se voient et se parlent, se sont parlé plusieurs fois ces derniers mois, donc ce n'est pas fondamental de se retrouver là-bas. Et deuxièmement, Xi Jinping ne veut pas être face à Narendra Modi, l'Indien, qui est aussi une puissance éminente dans le cercle initial des BRICS, ne veut pas être tout seul face à Modi, parce qu'en ce moment, les relations ne sont pas au beau fixe.
il y a des tensions entre la Chine et l'Inde, il y a le conflit Inde-Pakistan. Or, le Pakistan est un client et un allié militaire de la Chine, qu'il a équipé de chasseurs, qu'il a équipé de missiles de longue portée. Et il me semble bien que les Pakistanais ont dézingué quelques avions indiens. Et donc, en gros, Poutine, là, est très précieux, en fait, pour maintenir une ambiance amène, ou en tout cas courtoise, civile, entre l'Indien et le Chinois. C'est un médiateur, il s'entend parfaitement avec les deux. Bon, voilà. Donc, c'est probablement pour ça que les deux grandes têtes d'affiche, si vous voulez, n'étaient pas là. Voilà, du côté chinois, bon, et du côté russe, pour des raisons peut-être plus de sécurité. En tout cas, donc ce sommet, si vous voulez, en tant que tel, n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé avant, à Saint-Pétersbourg, qui était un cénacle, si vous voulez, un forum formidable pour le Sud global aussi, pour manifester son intérêt, son énergie, ses ambitions, ses projets, etc. Et puis aussi le précédent sommet l'année dernière à Kazan, je crois que c'était à l'automne, si ma mémoire est bonne, en octobre ou quelque chose comme ça, où là, c'est là qu'avait été décidée la mise en place du système de paiement alternatif. Il faut savoir d'ailleurs que ce n'est pas une monnaie concurrente du dollar en tant que telle, mais on voit que déjà les paiements entre les membres des BRICS se font d'une manière maintenant majoritaire, paraît-il, enfin d'après les chiffres qu'on peut avoir, en monnaie locale. Donc ça donne une cohésion, ça donne une force, ça donne une solidité à ces relations et ça donne une indépendance vis-à-vis du dollar. Mais ça, là encore, nous sommes victimes, le dollar est victime de la stratégie américaine, des sanctions à tout va, et donc du fait que le dollar n'était plus un outil de protection, mais plutôt un outil de menace et de pression. En tout cas, vécu comme tel, par beaucoup de pays qui veulent y échapper. Donc, on peut dire que ce sommet aura été important et qu'effectivement, il gêne beaucoup les Américains et notamment Trump parce que l'Indonésie a rejoint, le Vietnam avec lequel les États-Unis font des accords commerciaux pour essayer de le garder dans leur orbite, le Vietnam rejoint aussi, et il y a deux autres pays qui commencent à s'aligner, dont un qui est un allié traditionnel des États-Unis, la Colombie, et un autre, l'Ouzbékistan. Bon, c'est un peu plus logique parce que c'est un pays important d'Asie centrale. Et donc, l'Ouzbékistan et la Colombie ont rejoint la Banque des BRICS. Donc, si vous voulez, en fait, tout ce qui se passe dans cette dynamique des BRICS, d'interconnectivité, etc., c'est en fait la manifestation de l'évolution des structures mondiales de commerce et d'échange. Et on voit bien que le G7 est désormais surclassé en termes de production de richesses, de part dans le commerce mondial, et même de produits intérieurs bruts, je crois, les membres réunis des BRICS, par rapport, voilà, le G7 est surclassé par les membres des BRICS, pardon. Donc, le dollar est moins, j'allais dire moins sexy, en tout cas, est moins attirant. Alors, évidemment, vous me direz, on peut toujours rêver, Trump aurait pu faire un geste extraordinaire s'il avait voulu renverser toute cette vapeur. Mais il faut avoir le courage politique de le faire et surtout, il faut avoir autour de soi des gens qui comprennent la manœuvre géopolitique. Ça aurait été de lever toutes les sanctions. Vous imaginez si les États-Unis faisaient une croix, ne serait-ce que déclaratoire, au lieu de dire je vais vous coller des sanctions 30, 50, 60, 100% et 150%, etc., pour après être obligé de revenir dessus, évidemment, quand on rentre un peu dans le dur, parce que là, le rapport de force, notamment entre les États-Unis et la Chine, se manifeste. Pourquoi ne pas avoir imaginé de lever
de frapper un grand coup, en fait, en levant toutes les sanctions, parce que ça aurait affaibli considérablement la force de l'alternative BRICS. Cette alternative BRICS, elle se nourrit des faiblesses intrinsèques du système de domination américain et occidental, et notamment de cette utilisation du dollar comme d'une arme de coercition vis-à-vis des pays récalcitrants qui ne font pas ce qu'on a envie qu'ils fassent. Donc là, ça aurait été évidemment diplomatiquement et géopolitiquement surtout un coup de maître. Évidemment, ce n'est pas ce qu'a choisi de faire Trump, parce que, bon, il a de bonnes idées, hein, et c'est très très loin d'être... c'est un homme, à mon avis, très intelligent, qui a de très bons instincts, si vous voulez, mais après, il a des réflexes un peu reptiliens d'Américains, de base, qui a tendance à toujours arriver avec son gourdin, n'est-ce pas, pour expliquer qu'il faut qu'on lui obéisse et que sinon ça va mal se passer. Donc voilà, c'est ce qui fait que c'est très difficile de lire cette politique de Trump. Parce que voilà, il y a le pire, il y a le meilleur, il y a tout en même temps, ça change tout le temps. On ne sait pas s'il s'adresse à son électorat ou si vous voulez, s'il fait de la politique politicienne interne ou s'il prend la mesure des équilibres mondiaux et des interlocuteurs qui devraient être les siens. Bon, bref. Voilà. En tout cas, la déclaration finale des BRICS, elle est revenue sur ce qui se passait à Gaza. Elle a condamné, bien sûr, l'usage par Israël de la famine, en fait, hein, d'affamer la population comme méthode de guerre et de militariser et de politiser l'assistance humanitaire. Elle a demandé, bien sûr, un cessez-le-feu inconditionnel à Gaza. Bon, tout ça est en train de se discuter à Doha. Elle a demandé le retrait total des forces israéliennes de l'enclave assiégée. Elle a fait vraiment des déclarations assez fortes, et Lula les fait depuis longtemps, à propos de ce qui se passe à Gaza. Elle a demandé aussi la libération de tous les otages et de tous les prisonniers qui sont retenus en violation du droit international. Et ça, on peut dire que certes, il y a les otages israéliens, et c'est terrible, mais il y a aussi des milliers et des milliers de prisonniers dans les geôles israéliennes qui n'ont pas tous grand-chose à y faire, n'est-ce pas, surtout les plus jeunes d'entre eux. Bref, la déclaration, voilà, a été assez forte sur ce plan-là, si vous voulez, sur le plan des grands principes. Mais pour le reste, c'est un processus dont le sommet de Rio n'est qu'un moment et pas le plus flamboyant, parce qu'effectivement, les deux grands présidents n'étaient pas là, et que donc c'est probablement le prochain sommet qui sera plus important et qui fera état d'un certain nombre de progrès, notamment en matière financière. Alors, mon troisième point, c'est sur le front ukrainien. Et là, je veux revenir sur une intervention de Sergueï Lavrov, un grand média hongrois, parce que là, on voit bien le raidissement des positions russes. Alors, Trump explique que bon, ça n'avance pas, qu'ils sont intraitables, qu'ils sont intraitables, que les Russes sont intraitables. Et en effet, donc Lavrov a répété, au cas où on n'aurait pas bien compris, qu'il ne peut y avoir d'accord soutenable, enfin durable, sans traiter les causes profondes du conflit. Bon, nous, on a l'air de trouver cette expression absconse, on n'a pas l'air de comprendre ce que ça veut dire, c'est quand même très très simple. Donc, il les réexplique, pour ceux qui ne comprennent pas. Alors, par-dessus tout, les menaces de sécurité posées par l'expansion de l'OTAN à l'Ukraine, son potentiel accès à l'Alliance, tout ça, il faut en finir avec ça, c'est quand même pas très compliqué à comprendre, parce que ça affecte directement la sécurité de la Russie. Bon.
Il est également très important d'assurer le respect des droits humains dans les territoires qui sont toujours sous le contrôle de Kiev, pour tout ce qui concerne les populations russes, russophones et tout ce qui concerne la Russie, parce que tous ces gens ont été systématiquement, tous ces liens, si vous voulez, qui reliaient ces populations à la Russie d'une manière ou de l'autre, tous ces liens ont été systématiquement détruits depuis 2014. Le langage russe, il a énuméré la culture, les traditions, l'orthodoxie canonique et les médias en langue russe. Et il doit y avoir une reconnaissance légale des nouvelles réalités territoriales. Bon, ça, c'est l'expression qui veut dire les 4 oblasts, hein, dont je vous ai parlé plusieurs fois. Et donc, aussi une reconnaissance des réalités territoriales, qui sont là depuis l'accession de la Crimée, de Sébastopol, de Donetsk, de Lugansk, de Zaporijia et de Kherson, de toutes ces régions, leur intégration dans la Fédération russe. Bon. Ensuite, concernant la démilitarisation, la dénazification de l'Ukraine, il faut que ça soit aussi assez clair, que ça se fasse. Et il faut bien sûr la fin de toutes les sanctions anti-russes, le retrait de toutes les procédures juridiques, tous les procès, toutes les attaques juridiques contre la Russie, et le retour de tous les avoirs russes saisis illégalement à l'Ouest. Voilà. Et tout ça, ça doit être inscrit, ça doit être gravé dans le marbre, si vous voulez, d'un accord de paix qui soit contraignant légalement. Voilà, pour ceux qui vont le signer. Et ça va être encore une autre paire de manches. Ensuite, l'Ukraine doit retourner aux fondations, ça c'est important, de sa constitution en tant qu'État, et adhérer à l'esprit et à la lettre des documents qui, en fait, manifestent, enfin, qui symbolisent la légitimité de cet État, pas seulement sa légalité. Et donc Lavrov dit, permettez-moi de rappeler que l'Ukraine s'est déclarée comme État neutre, non aligné et non nucléaire dans sa déclaration de souveraineté nationale en 1990. Et en août 1991, le Soviet suprême a passé une loi sur la déclaration d'indépendance, réaffirmant les principes de cette déclaration. Donc, dans l'actuelle constitution ukrainienne, cette déclaration d'indépendance, donc qui réaffirme le statut neutre, non nucléaire et non aligné de l'Ukraine, cette déclaration est citée dans le préambule de l'actuelle constitution ukrainienne. Donc, dit Lavrov, la Russie n'a pas l'intention de s'engager dans un quelconque cessez-le-feu tant que toutes ces conditions ne seront pas mises en place ou fermement garanties. Donc là, on voit que les Russes coincent en fait. Hein. Là c'est clair qu'ils en ont assez de jouer. Et qu'ils vont devenir de plus en plus intraitables, notamment sur la question des avoirs russes, hein, on parle de quand même 300 milliards. Bon, il y a aussi toutes les propriétés privées de citoyens russes, les propriétés d'entreprises de citoyens russes, bien sûr. Il y a la question des intérêts de ces avoirs, dont certains pays européens, comme la Grande-Bretagne, hein, pas membre de l'Union européenne, mais pays européens, n'hésitent pas à se saisir et se servir, surtout, hein, dans lesquels ils se servent. Récemment, pour aider l'Ukraine militairement, ça c'est la dernière idée de Keir Starmer. Et donc, il va falloir rembourser, en fait, concrètement, ce que dit Lavrov. Ça veut dire que si vous voulez la paix, il va falloir vous souvenir qu'il y a un truc qui s'appelle le droit international et qu'il va falloir le respecter. Donc en fait, vous nous avez pris nos avoirs, vous les avez non seulement gelés,
Et en plus, vous servez des intérêts, peut-être du principal dans certains cas, pour on ne sait quoi, à vrai dire, pour aider l'Ukraine, mais peut-être pas seulement. Donc on voit bien que là, l'énorme erreur née de l'hubris, surtout européen d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup moins d'avoirs russes aux États-Unis qu'en Europe. C'est une proportion, je sais plus les chiffres, mais c'est plus de 250 milliards en Europe et quelques dizaines de milliards, je crois, aux États-Unis, et encore. Je ne me souviens plus des chiffres, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais évidemment, ça va être très compliqué d'obtenir ça des Américains et surtout des Européens, parce que c'est juste une façon de dire à tous ces gens, mais écoutez, vous vous êtes conduits de manière illégale et illégitime vis-à-vis de nous. Et évidemment, si on relâche ces avoirs et leurs intérêts, les dirigeants qui ont mené toute cette politique jusqu'au boutiste et russophobe, et on s'est imaginé pouvoir affaiblir stratégiquement la Russie, assurer sa défaite stratégique même, tous ces dirigeants-là vont avoir peut-être des comptes à rendre quand même à leur peuple, qui ne sont pas quand même dans une situation économique si florissante. Donc, ce qui est probable, c'est qu'évidemment, on ne sera pas d'accord, et ce qui est probable, eh bien, c'est que la Russie va continuer à faire en sorte qu'à la fin, ce soit l'évidence de sa victoire militaire, qui fasse que probablement les Américains, au bout d'un moment, devront sonner la fin de la récréation. Et donc ça veut dire qu'il n'est pas impossible que cet été, et c'est déjà le cas depuis quelques mois, le rythme des opérations russes ne s'accélère, alors que le rythme des pertes russes, lui, descend encore. Là, on est à des chiffres extrêmement bas pour le mois de juin, pour le mois de mai. Et la Russie a intérêt aussi à accélérer parce qu'elle se rend bien compte qu'on continue à faire des manœuvres. L'OTAN continue à essayer de la gêner sur le front sud avec la Roumanie, la Moldavie, la Transnistrie. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, donc je ne reviens pas là-dessus. Côté américain, on n'a pas l'impression quand même que Donald Trump, bon, il a sans doute compris que l'Ukraine avait perdu, ça c'est clair, son secrétaire d'État l'a même avoué, et il faudrait à un moment donné en tirer les conséquences, mais là, après avoir dit que, il fait du Biden, c'est-à-dire qu'il a annoncé qu'il allait couper l'aide dans certaines catégories d'armements livrés à l'Ukraine, en expliquant que c'était parce que les stocks américains étaient trop bas. Et maintenant, il dit non, je vais en envoyer plus, je vais envoyer une dizaine de batteries patriotes, etc., etc. Ils en ont besoin, ils doivent pouvoir se défendre. Ils sont tapés très très fort maintenant par les Russes. Bon, c'est complètement, ça c'est vraiment le chaud, le froid. En plus, l'affaire des stocks américains qui sont en mauvais état, c'est toujours le cas depuis 3 jours. Donc, si vous voulez, là aussi, je ne sais pas à qui Trump croit parler. Est-ce que c'est à son public interne? Est-ce que c'est aux chefs d'État étrangers? Quand on pense, mais il fait ça souvent, il l'a fait avec les droits de douane, il est parti à 10%, à 100%, 150%, et là, il arrive à des pourcentages bien moindres, même s'ils sont déjà évidemment excessifs et pas très intelligents du point de vue de son économie. En tout cas, l'effondrement de l'Ukraine sera peut-être approche peut-être à plus grands pas qu'on ne le croit. La guerre d'attrition russe se poursuit, de plus en plus économe, sans mobilisation générale, sans économie véritable de guerre, puisqu'on n'en est qu'à peu près 25% des ressources russes mobilisées.
Donc l'idée, c'est décimer l'ennemi sans s'épuiser. Alors que du côté ukrainien, si vous voulez, on ne recule jamais, on avance toujours, etc. Donc c'est extrêmement coûteux en hommes. En plus, on voit que en Ukraine même, le mécontentement contre Zelensky monte, y compris même de certains députés de la Rada, qui maintenant expliquent qu'en fait la population est terrifiée, ne l'aime pas, a peur de lui. Enfin bon, il y a voilà, ça commence à ruer un peu dans les brancards. Et pour finir sur une note positive, parce que j'étais encore trop long comme d'habitude, en 2 minutes, on peut penser que même si Trump fait des déclarations qui n'ont pas l'air d'avoir de queue ni de tête, il y a quand même des petits points qui laissent penser qu'il a compris, qu'il maintient sa ligne de contact avec Moscou, et peut-être les négociations menées côté Witkoff avec Vladimir Poutine ou ses conseillers, Ushakov et compagnie, en matière financière notamment. Parce que il se dit qu'un certain nombre de sanctions financières américaines, et notamment concernant SWIFT, auraient été levées par Washington, sanctions qui touchaient les banques qui servent l'Agence fédérale de l'énergie atomique russe, Rosatom, pour ne pas la nommer. Donc, il faut savoir que les États-Unis continuent d'acheter de l'uranium pour le nucléaire civil américain depuis 2022, de l'uranium russe, de l'uranium à la Russie, du titane et d'autres choses pour l'industrie aérospatiale et aéronautique américaine. Ça, personne n'en parle, enfin c'est quand même le cas. Donc, en enlevant ces contraintes pour la Banque centrale de Russie, pour Gazprom Bank, la banque de Gazprom, et pour la Sberbank. Certains d'entre vous savent peut-être que la Sberbank, c'était la plus grande banque commerciale russe. Elle a appartenu à la Société Générale et nous l'avons vendue pour 1 rouble symbolique en nous retirant en 2022. Géniale idée, pas du tout idéologique, très bon. Donc Trump vient de faire ça, et ça, il le fait évidemment pour sauver les intérêts stratégiques, là pour le coup, américains, et bien sûr économiques. Et évidemment, on peut imaginer que les Européens sont furieux, parce que eux, c'est des va-t-en-guerre clairs et nets, et ils se retrouvent complètement désavoués, en fait, et abandonnés en race campagne par les Américains dans ce jeu d'échecs. Donc, est-ce que c'est un mouvement, ou le premier mouvement conséquent de rétablissement d'une relation commerciale normalisée entre les États-Unis et la Russie? Peut-être, je l'espère, parce que c'est comme ça qu'on va arriver, si la Russie par ailleurs avance militairement en Ukraine, à un moment donné, il va y avoir un poids suffisant, une masse critique de positivité, de facteurs convergents positifs, qui l'emportera sur la masse des gens et des intérêts perçus, en tout cas, par les dirigeants occidentaux et européens, et qui les poussent à dire non, il faut continuer à se battre contre la Russie, il faut continuer à fourbir les armes, il faut continuer à aider l'Ukraine, il faut continuer à laisser le peuple ukrainien mourir, il faut continuer. Il y a un moment où peut-être que la balance va s'inverser. Clairement, aux États-Unis, il y a quand même ce courant réaliste qui a compris que là, il faut peut-être commencer à chercher. Et ça s'est vu avec l'ampleur des délégations américaines à Saint-Pétersbourg au SPIF, au Forum international de Saint-Pétersbourg. Il faut peut-être se replacer sérieusement et en bonne posture, en bonne position sur le marché russe. Voilà, surtout tant que les Européens considèrent qu'il ne faut surtout pas le faire, parce que ce serait horrible de reprendre des relations normales avec un grand voisin dont on a en plus besoin. Bref,
Donc, on s'achemine peut-être vers une progressive levée des sanctions américaines dans l'ensemble par Trump dans les mois à venir, sans attendre forcément la reprise des négociations sur l'Ukraine, sérieuse. Hein. Ça dépend de lui, ça dépend aussi des néocons qui l'environnent, les néoconservateurs qui l'environnent. Donc, pour moi, parce que faut être prudent, sauf dégradation et raidissement fort au Moyen-Orient des positions russes et chinoises qui ne pourraient venir en fait que d'une nouvelle attaque ou d'une attitude de nouveau très menaçante américaine envers l'Iran, ou d'une nouvelle attaque américaine envers l'Iran guidée par Israël, et c'est vrai que la situation est très volatile, si ça n'arrive pas, si on arrive à calmer le jeu au Moyen-Orient, probablement, on peut espérer que sur le front ukrainien, et en tout cas sur le front de la relation russo-américaine, ça aille un peu mieux. Et encore une fois, bon, les dindons de la farce, les grands perdants, c'est les Européens qui vont manger leur chapeau pour la folie de leur posture et leur jusqu'au-boutisme. Mais ça, voilà, on ne veut pas comprendre que les Américains vont finir par arrêter de soutenir militairement l'Ukraine. On ne veut pas comprendre qu'on n'a pas les moyens de prendre le relais. Il me semble que la France est en train d'imaginer envoyer des systèmes Mamba aux Ukrainiens. On n'en a déjà même pas, enfin on n'en a pas assez déjà pour nous-mêmes. Si vous voulez, bon, c'est bien gentil les gestes symboliques, mais le symbole à ce niveau de négation de nos propres limites et de nos propres intérêts ne peut prétendre au panache, si je puis me permettre. Et c'est pas Madame van der Leyen qui vient de demander benoîtement, enfin c'est d'une naïveté, à Pékin de réduire, sans rire, hein, elle a demandé à Pékin sans rire de réduire sa coopération avec Moscou parce que ça nourrirait l'instabilité en Europe. C'est quand même, c'est même plus lunaire, c'est d'une autre galaxie, là, on n'est plus dans le même système, voilà, on est ailleurs. Voilà où nous en sommes, je vous remercie de votre attention, je vous en prie, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous, venez me rejoindre au Cercle des Amis de Paix et Guerre. Vous avez tous les liens en description, c'est facile, c'est simple, c'est vraiment pas coûteux, pour ceux qui le peuvent bien sûr. Et je vous retrouve très bientôt pour les membres avec une nouvelle clé du monde et pour tous avec cette petite émission extra sur la IEA et avec une prochaine mondoscopie. Cet été, je vais essayer de maintenir mon rythme militaire de parution. Et j'espère que, voilà, si jamais il y a un petit problème technique de transmission, de réception, de transfert de données, comme ça m'est arrivé une ou deux fois, je fais confiance, j'ai confiance en votre indulgence. Mais je ferai tout pour qu'il n'y ait pas de coupure en quoi que ce soit. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir à tous.